géopolitique. Merci. Alors moi je vais essayer de comprendre ici justement quand on est passé de ce Mexique justement puissant, grande puissance émergente latino-américaine, deuxième économie justement de cet espace latino-américain, avec une très vieille tradition à la fois dans les symboliques, culturelles, politiques, etc., à justement des drames comme celui-ci qu'on expose ici, donc d'Ayotzinapa, c'est-à-dire grosso modo des étudiants d'une école rurale qui sont venus donc à une ville, Iguala, une ville importante, pour essayer justement, en kidnappant des bus, pour essayer d'avoir suffisamment d'argent pour aller faire une manifestation à Mexico pour célébrer justement le 2 octobre, qui est le massacre de Tlatelolco de 68. Donc c'est assez paradoxal. Or, à ce moment-là, justement, le maire d'Iguala, donc plutôt sa femme, était en train de lancer en quelque sorte sa campagne électorale pour succéder à son mari à la tête de cette municipalité, et a trouvé que c'est un comble que des étudiants, futurs professeurs, viennent perturber ce magnifique événement, et aurait donné ordre à la police de les arrêter, police municipale, qui les aurait arrêtés, les aurait livrés à un cartel de Guerreros Unidos, qui eux-mêmes les auraient fait disparaître, probablement assassinés, on n'en sait rien. Et dans la façon la plus arbitraire qui soit. C'est-à-dire 43, ici c'est 43 étudiants justement disparus, il y a eu d'autres qui ont été blessés, d'autres tués, c'est comprendre ce décalage total entre ce que d'ailleurs le président actuel, Peña Nieto, voulait nous vendre comme Mexique, un Mexique qui est en train de privatiser son pétrole, qui va de l'avant, qui va devenir une superpuissance de l'avenir dans laquelle il faut l'investir, et au contraire, en fait, on découvre une absence totale d'état de droit, plutôt justement un état totalement infiltré par les cartels, qui se livrent à des massacres d'une absurdité et qui sont quasiment surréalistes. Je vais essayer ici, très brièvement bien sûr, puisqu'on n'a pas le temps de s'étendre trop, de comprendre cette espèce de décalage qu'il y a. Alors d'abord, essayer de revenir justement au passé, puisque le Mexique n'a jamais vraiment structuré un état de droit. Il y a sa vieille histoire, après la révolution mexicaine, on a eu grosso modo ce que Vargas Llosa appelait une dictature parfaite, c'est-à-dire le règne d'un seul parti, qui s'appelle le Parti révolutionnaire institutionnalisé, qui a gouverné jusqu'aux années 2000 le pays. Alors sa manière de gouverner et sa manière justement de faire régner l'ordre était sur une centralisation extraordinaire de la puissance politique. C'était un pouvoir pyramidal qui, à partir du président de la République, arrivait à contrôler, par l'affiliation justement à ce parti, qui était le seul qui pouvait donner des postes politiques, l'ensemble de la République mexicaine. Et donc du coup, on avait ainsi, il n'y avait pas véritablement d'état de droit, c'était plutôt un état-parti, contrôlé justement par ce prix. Le problème, c'est que cet état-parti qui contrôlait relativement bien l'espace mexicain, dans lequel on n'avait pas un état de droit, c'était plutôt de l'ordre d'une dictature, mais qui cachait bien son nom, a connu une transition démocratique qui justement ne relèverait pas d'une transition qui relèverait plutôt d'une transition de type russe, c'est-à-dire un effondrement du système politique qui donnerait lieu justement à une vacuité dans la structure de l'État, puisqu'à partir des années 90, il y a des scissions très fortes au sein du PRI. Peu à peu, on va mettre en place des lois électorales qui clarifient la situation électorale. Et en 2000, c'est la première alternance avec la droite qui remporte les élections présidentielles, le président Fox, qui est le premier à prendre le pouvoir. Or, cette démocratisation, justement, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir créé un état de droit. C'est-à-dire on passe à un autre système, désormais il y a une alternance, il y a une opposition, il y a des partis qui se créent et qui ont une certaine vitalité. Et pourtant, si on regarde par exemple les statistiques, dans les États aujourd'hui, Guerrero a toujours été un État très difficile du point de vue de la criminalité, de difficultés, des luttes sociales. Eh bien, un État comme Guerrero, là où c'est passé à Ayotzinapa, vous avez une moyenne de dépenses dans la justice, dans la sécurité, qui sont très en dessous des normes que l'ONU propose justement à l'ensemble de la communauté internationale. Alors, vous prenez également, par exemple, au niveau de la police, le salaire moyen doit tourner autour de 200 € par mois pour la police municipale. Il va de soi qu'avec cet argent-là, ces policiers acceptent plus volontiers que les narcos viennent leur proposer d'intégrer l'organisation tout en restant policiers. Donc, grosso modo, et un dernier chiffre d'ailleurs, à ce titre-là,
Amnesty International souligne à juste titre que, et ce n'est même pas là une affaire de corruption, hein, c'est une affaire d'incapacité de créer un état de droit. 98% des homicides dénoncés au Mexique, encore faut-il, il y a énormément qui ne sont pas dénoncés, ne sont pas résolus. C'est-à-dire que le taux de... la police mexicaine doit battre les records d'efficacité, puisqu'on a là des choses d'une incompétence impressionnante. Justement, donc on a ce problème-là. Alors, et l'autre problème de la démocratisation, c'est que l'ancien appareil répressif est resté tout intact. C'est-à-dire, grosso modo, on a une criminalisation souvent donc, des mouvements sociaux. On a par exemple en 2006 des manifestations dans l'État de Mexico dans lesquelles la police intervient, viol, torture, et on a donc ainsi non seulement un état de droit parce qu'il n'a pas été construit, mais en plus un appareil répressif qui justement agit totalement à l'encontre de cet état de droit. Alors là-dedans se rajoutent les cartels qui peu à peu ont monopolisé le trafic de drogue vers les États-Unis. 90% de la cocaïne qui rentre aux États-Unis passe par le Mexique désormais. Qui ont gagné également en puissance militaire, puisqu'ils achètent des armes de gros calibre du côté américain. Depuis 2004, George Bush a levé l'interdiction de vente d'armes d'assaut, qui sont devenus une force redoutable et qui se sont justement immiscés dans cette démocratisation. On a besoin d'argent pour la campagne politique municipale de l'État fédéré ou voire même parfois de députés fédéraux. L'argent de la drogue vient justement pour en faire ces hommes. Non seulement c'est par opportunisme, c'est également par une volonté de prendre le contrôle justement de réseaux stratégiques pour le transit de la drogue. Donc c'est pas seulement qu'on va financer les campagnes, c'est celui qui est réticent au niveau municipal pour être membre du cartel, eh bien il est éliminé. La violence contre les élus, notamment municipaux, est extraordinaire au Mexique. Et c'est ainsi que peu à peu justement cette police municipale, ces maires municipaux, des instances fédérées, des instances fédérales ont été également infiltrées profondément par les trafiquants de drogue. Et donc peu à peu, alors ce serait exagéré de parler d'un narco-État, mais certains secteurs justement politiques sont très profondément entre les mains des cartels. D'où justement Ayotzinapa, c'est-à-dire cette collusion entre le maire d'Iguala, qui était un chapelier, un vendeur de sombreros, avant de faire une fortune inexpliquée, on l'explique parfaitement, c'est la drogue. Les narcos sont finis en ses campagnes pour remporter la mairie d'Iguala. Sa femme a deux frères qui sont membres du cartel de Guerreros Unidos, tiens, c'est curieux. Du coup, on comprend parfaitement le drame qui s'est déroulé à Iguala. De cette espèce de collusion ou d'État mafieux à l'État local, qui est tout à fait responsable de la déliquescence. Alors je rajouterai en plus que la violence extrême que vit aujourd'hui le Mexique est issue en grande partie de la guerre contre les cartels qu'a lancée la présidence mexicaine en 2006, pour essayer de réduire justement la violence et de réduire leur puissance, ce qui a conduit en fait à une fragmentation des cartels. On arrête un capot, on arrête un chef de cartel, et ce qui arrive, on a ainsi soudain une décision qui se crée, et l'État de Guerrero est tout à fait quasiment emblématique de cette question-là, puisqu'on a à peu près 5 cartels qui tentent de se faire une guerre pour le partage de cet État. L'État Guerrero, en plus, est devenu le deuxième producteur de marijuana et d'héroïne du Mexique. Je rappelle que le Mexique est devenu le deuxième producteur d'héroïne du monde, après l'Afghanistan, c'est très récent ça. Du coup, on a ainsi une violence endémique qui est en grande partie liée à cette espèce de lutte pour le contrôle des réseaux, de la production de drogue, qui vous donne ainsi ces drames que vit actuellement le Mexique. Alors le gouvernement mexicain, justement pour parler un petit peu de présent et de l'avenir, au lieu face à la mobilisation qui est quand même extraordinaire des Mexicains qui se sont réveillés, les communautés rurales ont été chercher des corps, des charniers qui sont sans cesse là, et bien ça a été de tenter d'éteindre l'incendie, de tourner la page. D'ailleurs Peña Nieto avait recommandé aux familles d'Ayotzinapa, il faudrait justement surmonter cette épreuve. Du coup, oubliez vos enfants, ils sont morts, puis c'est tout. Par exemple, la sévérité de l'investigation tout le monde la critique.
Donc officiellement, les étudiants ont été déclarés morts. On a trouvé un ossement de l'un des étudiants. Et à ce titre-là, par exemple, on avait fait venir des médecins légistes argentins, hein, parce que justement, visiblement au Mexique, on n'avait pas ça. Vu le nombre de charniers, c'est quand même inquiétant. Ces mêmes médecins légistes argentins dénoncent que on ne sait même pas d'où vient l'os. On avait une décharge publique dans laquelle, soi-disant, on aurait brûlé les 43 corps. D'après les médecins légistes argentins, cette décharge n'aurait pas été sécurisée. Les preuves ADN de la famille ont été mal prises. Donc bref, il y a des dysfonctionnements en chaîne qui font que l'ensemble du dossier est inconsistant et que le gouvernement sait aller au plus vite, fermer l'affaire. Et d'ailleurs, on soupçonne très fortement le gouvernement mexicain d'avoir torturé les gens qu'ils ont arrêtés. Ce sont des membres du cartel, hein, mais n'empêche que ils ont la juste titre des droits, et pour les faire avouer très rapidement, oui, c'est moi qui l'ai tué. On aurait eu 2 personnes qui auraient brûlé 43 corps par une nuit dans laquelle il y avait une pluie battante sur l'état de Guerrero ce jour-là. C'est quand même curieux. Tout ce genre de cumul de preuves qui font qu'on a beaucoup trop de questions. Beaucoup de questions. L'université de Berkeley, de façon assez remarquable, a prouvé qu'en fait la police fédérale était au courant heure par heure d'où étaient les étudiants dès lors qu'ils sont sortis de Yotzinapa pour aller à Iguala. Et donc on a en fait des relevés que la police les suivait déjà. C'est-à-dire qu'il y a une implication de l'État. Alors, il a peut-être un responsable fédéral dans l'État de Guerrero. On ne sait pas jusqu'où remonte la hiérarchie. Ensuite, on a des témoignages d'étudiants comme quoi les militaires, il y avait une caserne très près du lieu du premier massacre, dans lesquels on les a livrés au cartel. Les militaires sont venus ensuite menacer dans les hôpitaux dans lesquels les blessés étaient en leur disant « c'est bien fait pour vous, bande d'excités, vous avez bien mérité ce qui vous arrive », ce qui veut dire que les autorités militaires étaient parfaitement au courant de ce qui était arrivé. Aujourd'hui, les soupçons se portent sur l'armée, en sachant que où sont passés ces corps, bien peut-être dans des crématoires de l'armée de l'État de Guerrero. Et donc l'une des demandes de la société civile, c'est de pouvoir finalement essayer de faire une perquisition dans ces quartiers, pour essayer de trouver des preuves. Vous voyez comme on a ici une sorte de déni constant qui semble justement montrer que, comme disait des économistes sur Peña Nieto, il n'a pas compris qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris qu'il fallait bâtir un État avant de construire une économie émergente et que tout le monde fasse confiance à ce Mexique, future puissance du XXIe siècle. Eh bien, il faut d'abord que la justice se fasse. Il faut qu'il y ait une police qui fasse au moins, qui ne torture pas systématiquement la personne qui l'interroge et qu'elle essaye au moins d'élucider quelques crimes ou que sais-je. Et donc on a ce genre de choses. Et donc la réponse est les manifestants, on va essayer de semer la terreur. Donc vous avez comme ça des arrestations arbitraires dans les différentes manifestations qu'il y a eu à Mexico. Un Chilien qui s'est fait capturer, il est en train de cadenasser son vélo. Évidemment, c'est quelqu'un de dangereux, puisque effectivement un vélo à Mexico c'est dangereux, hein, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être arrêté et inculpé pour des délits qui n'existent pas. Lors d'une manifestation, on a brûlé l'une des portes du Palais National, qui est considéré patrimoine national. On a prouvé à travers des photos qu'il s'agissait en réalité de casseurs payés par le gouvernement, qui s'étaient retrouvés du côté policier d'abord, avant la manifestation, ensuite du côté justement des manifestants pour brûler. Donc ce sont des techniques, des vieilles comme le prix. C'est des vieilles techniques de comment faire pour dénigrer un mouvement. Ensuite, les télévisions privées vont relayer l'information parce qu'elles sont inclinées avec le pouvoir. Et donc, grosso modo, on est éternellement la même histoire. Mais cette histoire, justement, est en train, en quelque sorte, le peuple mexicain d'y mettre fin. C'est ce que Peña Nieto, sur lequel il avait parié, c'était de faire que le Mexique oublie tous les cartels, oublie tous ses morts, parce que tout le monde penserait que ce serait la future puissance, qu'on aurait de la croissance, qu'on aurait de l'investissement, et que tout irait bien. Justement, c'est tout ce rêve qu'il a voulu créer qui est important ici, justement, de dénoncer, parce qu'on aime le Mexique, hein, c'est pas seulement pour dénoncer, mais parce que le Mexique doit d'abord passer par un état de droit avant de penser ensuite à de la croissance, à toutes ces choses.
Et donc, ce qui fait très mal au gouvernement mexicain, c'est justement donc, cette mobilisation internationale et nationale qui vise justement à, en quelque sorte, contrer ce récit du bonheur par Peña Nieto et qui, en quelque sorte, se transforme jour après jour dans un cauchemar duquel les Mexicains n'arrivent pas à en sortir. Voilà, merci beaucoup de votre attention.